Je pense qu'on doit venir en aide à cette population-là. Je pense aussi qu'on doit venir en aide à ces enfants qui sont en difficulté. Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, un enfant sur 4 vit dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc un enfant sur 4, autant dire que cet enfant, il n'a pas de Saint-Nicolas, il n'a pas de Noël, il n'a pas de cadeaux, il n'a pas de vacances. Je pense qu'aussi on doit avoir vocation à venir en aide à ces enfants pour leur offrir un peu d'espoir, parce que la jeunesse, c'est aussi notre espoir pour nous. On voit bien que les choses ne peuvent changer que si la jeunesse elle-même se rend compte de la réalité dans laquelle nous vivons et qu'elle décide de changer les choses. Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est mettre sur pied une société alternative en venant en aide aux plus démunis, avec bien entendu des bénéfices. Parce que des bénéfices, il y en aura et heureusement. Il faut des bénéfices. Et il y aura des salaires, bien évidemment. Tout le monde sera vigilant parce que quand je dis ça, c'est au sens où, si tu veux, Dieudonné, bon là c'est un autre projet, mais il a quand même lancé des projets qui, on a l'impression, avortent un peu. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de la grande pétition contre la LICRA, que tout le monde a signé, qui est arrivée à 200 000. Puis au début, c'était 100 000. Il nous avait dit à 100 000, on la dépose. Puis après, il nous a dit à 200 000. Puis maintenant, c'est, je sais plus, 300 000, je crois bien. Mais on se dit, bon, ça avorte un peu, quoi. Il y a plein de projets. Bon, je parle même pas du Parti Réconciliation Nationale, où beaucoup se posent des questions sur la motivation, parce qu'il a pas l'air très motivé dans les vidéos. Bon, là, je le dis. C'est vrai qu'il faudrait que je le dise en face de Dieudonné plutôt, mais bon, je dis mon sentiment sur les vidéos. Mais il m'a l'air un peu absent. Et beaucoup de gens se disent, mais est-ce qu'il va aller au bout des projets? Est-ce qu'il va vraiment mener au bout? Parce que, aussi, voilà, question, quand on a entendu dans sa dernière vidéo, où il annonçait faire son dernier spectacle qui va s'appeler Dieudo en paix, et qu'il nous explique que c'est mon dernier spectacle. Alors, moi, je sais pas, j'ai l'impression quoi, il prend sa retraite, il arrête, c'est quoi, après il va faire que la non-assurance. Enfin, donc, ça paraît très trouble un peu, non? Je sais pas, je te pose la question vue de l'extérieur. Tu as entendu comme moi, j'imagine, cette vidéo, non? Oui, où il annonce, oui, je vais faire mon spectacle Dieudo en paix, et ensuite... je pense de toute façon bon, il parle de dernier spectacle, mais bon, je sais pas si c'est vrai, c'est faux, je sais pas dans quelle mesure, mais ça fait un peu, je tire mon chapeau, quoi. Il y a plusieurs questions dans ta ouais, il y a plusieurs questions. Hein, ouais. Donc, premièrement, la pétition sur la LICRA, je vois pas spécialement ce qu'on pourrait faire. Tout le monde sait bien, les pétitions ne servent à rien. Donc, il y aura encore même 2 millions de personnes que ça changera rien. Je pense pas qu'à ça, ils puissent faire grand-chose. C'est plus symbolique qu'autre chose, une pétition. De toute façon, on sait très bien que ces élus, que ces représentants ne nous représentent pas et ne nous écoutent pas. Donc je crois qu'on a beau signer jusqu'à la fin de notre vie toutes les pétitions du monde et ils n'en ont quand même rien à foutre de ce qu'on pense. Donc ça, en soi, je ne pense pas que ce soit de sa faute. Maintenant... le parti. Le parti... Ouais, le parti... Le quoi? T'appelles ça un parti, toi? Ben écoute, t'es encore bien gentil. Parti, il n'y a pas de parti. Je veux dire, quand on voit déjà la vidéo de lancement de Réconciliation Nationale, c'est la seule fois où je suis d'accord avec Marine Le Pen. Elle ne dit que des conneries, mais là, cette fois-là, elle a dit quelque chose de vrai, c'est qu'on était dans le folklore. Dans le folklore. Eh bien oui, c'est du folklore, ça c'est clair. On voit très bien qu'Alain Soral... il a l'air motivé quand même. En tout cas, pour un motivé, il met du temps pour écrire son programme, parce que j'attends toujours. Donc pour moi, un mouvement politique qui n'a pas de programme, ce n'est rien. Un mouvement politique, ce n'est pas juste. Ils n'ont pas commencé par le bon bout. C'est vrai qu'il n'y a pas de programme. Ça, c'est vrai. J'ai été voir sur le site internet de Réconciliation Nationale aujourd'hui, avant de partir, mais je me suis dit, je vais quand même aller voir ce qu'il y a. Il n'y a rien, il y a juste un logo. Il y a juste un logo. Donc voilà, bon, ben oui, il y a quand même du boulot. Les élections sont dans très peu de temps. Très peu de temps, là, oui, ça se rapproche. Non, mais allez, clairement, c'est très bien qu'avec tout ce qui s'est passé, le comportement de Soral de ces derniers mois, les attaques en règle contre l'ensemble des personnes courageuses qui sont sur le devant de la scène, que ce soit contre Salim Laibi, les attaques contre Joel Corbeau, les attaques contre toi, les attaques contre moi-même. Qu'est-ce qu'il attend? À quoi il s'attend d'autre? En plus, on a vu ces fameuses photos à poil. En plus, non seulement il ne joue pas profil bas, il se réjouit encore de ces photos en parlant de son anatomie qu'il trouve particulièrement à son avantage. C'est pas sérieux. Je veux dire, on est dans la caricature même de ce qu'il dénonce, de ce que nous dénonçons.
On a déjà un DSK, on n'a pas besoin d'en avoir un autre. Hein. Ouais. Donc c'est un peu ridicule. Je veux dire, à un moment donné, si on prône la vertu, si on prône la morale, si on prône le respect de certaines valeurs, qu'il couche avec qui il veut, je m'en tape, mais qu'on ne le mette pas sur la place publique, et après qu'on ne commence pas à dire oui, c'est un coup monté pour porter atteinte à la réconciliation nationale. Juste, c'est pas lui qui a mis en place public quand même. c'est C'est les gens qui lui ont balancé les photos maintenant. Bon, lui, Oui, il s'en bien est sûr. réjoui un peu, Enfin, comme tu dis. quand on ne veut mais pas c'est avoir lui qui- d'ennui, je crois qu'on ne prend pas de photos de soi à poil. Ça, c'est déjà le premier conseil que je peux donner. Et je suis fier de donner un conseil à Alain Soral. Parce que bon, je pense que... Il appréciera, j'imagine. Oui, il appréciera certainement pas. Mais je pense que quand on veut être quelqu'un de médiatique, on ne prend pas des photos de soi à poil. Même les pires pervers politiques n'ont jamais fait ça. J'ai pas encore vu de photos à poil d'Elio Di Rupo. DSK non plus, j'ai pas vu. Donc voilà, ça ne colle pas. C'est une erreur. C'est une grosse erreur pour quelqu'un de son âge. On ne peut pas prendre un tel risque. Maintenant, qu'il ait envie d'avoir des aventures, c'est son droit. Il couche avec qui il veut. C'est pas ça le problème. Mais quand même, quand on prône certaines valeurs, je pense qu'il faut avoir un comportement qui publiquement puisse être adapté aux valeurs que l'on prône. Je suis désolé. Il y a quand même un énorme public musulman qui suit Alain Soral. Je ne crois pas qu'il s'attendait à voir une photo de lui à poil circuler. Les musulmans, sur c'est le net. compréhensible, mais tous ces Africains qui vivent à poil toute la journée, de quoi ils se plaignent finalement? Enfin, non, non, je dis ça parce que je sais pas, moi ça m'a étonné dans la vidéo, effectivement, parce qu'on dit, on dit oui, les Africains ne doivent pas s'offusquer parce qu'ils vivent. Alors toi qui connais bien l'Afrique aussi, alors t'étais D'accord. pas un peu étonné de ces propos, oui, parce que finalement les Africains de France ou de Belgique, ils Bah, mettent ils quand même vivent des pas à t-shirts, poil, j'imagine, oui. parce qu'il Non, fait mais un peu froid. mais- ça c'est peut-être un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est totalement réducteur. Et bon, ça c'est certaines dérives de langage d'Alain Soral, on les connaît. Hein. Je pense que là malheureusement, ben, c'est une dérive et c'est une stigmatisation raciale pour moi. Croire que tous les blacks se promènent à poil dans la brousse, je pense que ça a évolué. Hein. Sincèrement, j'ai été au Congo il y a 2 ans, je n'ai vu personne tout nu. Ah bah tu nous rassures. Non, quand même, non. Non. Bah, ils sont pas membres de R non plus. Mais... Bon, bon, tout va bien. Passons. Mais non, mais voilà, le parti Dieudonné n'a presque rien à voir dans ce mouvement politique. Il a dit plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas pensait faire de plus politique. Alors ça à la aussi, politique, et je crois que c'est une erreur. Eh oui. C'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un homme qui est capable d'avoir un soutien populaire suffisamment important que pour peser sur la scène politique, ce n'est pas Alain Soral, mais c'est Dieudonné. Et moi, je me rappelle d'avoir eu une discussion avec Dieudonné à la main d'or, après les élections en Belgique, où je lui ai dit, écoute, moi je suis prêt à vraiment mettre autour de toi une équipe de campagne pour aller aux élections de 2017, parce que je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Les élections vont être truquées, c'est certain, mais il y a un espace médiatique à prendre. Et plus on pourra s'exprimer, surtout en France, où il y a cette obligation d'avoir le même nombre de minutes de passage à l'antenne, c'est très très important, parce que là on touche des personnes qui ne nous connaissent pas. Et il faut profiter de cette publicité médiatique que proposent les élections, surtout les élections présidentielles. Et donc je lui ai dit, il faut absolument essayer de mettre sur pied un mouvement, même si toi tu n'y crois pas, parce que c'est vrai que Dieudonné, pour lui, dans sa tête, c'est un humoriste. Il n'a pas encore pris toute la mesure de sa popularité et du fait qu'aujourd'hui, c'est plus seulement un humoriste. Dieudonné, aujourd'hui, c'est pour moi un polémiste, mais c'est aussi un politique. Il fait de la politique. Dans ses spectacles, il fait de la politique. Qu'il le veuille ou non, il en fait. Ouais. Je ne pense pas qu'il est toujours très conscient de cette réalité-là, mais pour moi, aujourd'hui, Dieudonné est la personne qui peut porter le discours de toute cette jeunesse qui est en perte de repères et qui demande surtout plus de morale, plus de justice sociale dans cette société. Et je regrette qu'Alain Soral ait un peu coupé l'air sous le pied de tout le monde en lançant dans une de ses vidéos l'idée de lancer Réconciliation nationale. Je pense qu'il y a une erreur de casting.
Voilà, et qu'on ne le fait pas avec les bonnes personnes. Moi, j'aurais rêvé de mettre sur pied pour 2017 un vrai mouvement politique, avec bien entendu Alain Soral, avec Étienne Chouard, parce que je pense qu'Étienne Chouard a sa place au niveau politique. Je l'ai toujours dit que je le verrais très bien jouer un rôle de Premier ministre. Je trouve qu'il a la sagesse pour occuper une telle fonction. Et puis en plus, il veut pas le pouvoir, alors tout le monde veut lui donner. Voilà, je pense on aurait très bien pu monter un mouvement avec Marion Sigaud, avec toutes ces personnes qui sont, Corinne Gouget pour la santé, toutes ces personnes qui sont là dans ce mouvement et qui vraiment ont plein d'énergie et plein de bonnes idées et qui ont surtout le courage de dire des choses qui est interdites aujourd'hui, qui sont interdites à dire. Mais il fallait Dieudonné au-dessus. C'était Dieudonné qui devait être la locomotive. Et toutes ces personnes autour de lui pour le conseiller, pour mettre sur pied un vrai programme politique, un vrai discours, pour pouvoir vraiment proposer des alternatives dans tous les secteurs de la société. La Réconciliation nationale n'a pas pris cette voie-là, il faut le dire. C'est pour moi un mouvement politique qui est mort-né. Déjà, il suffit de voir la vidéo de présentation, on croit que tout le monde a les pieds de plomb. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui veut lancer un mouvement politique et qui dit, de toute façon, ça sert à rien. Si on part déjà avec des idées pareilles, ben voilà, mais on ne donne pas envie aux gens de voter. Il faut savoir ce que c'est qu'un mouvement politique. C'est autre chose que de faire des vidéos. Un mouvement politique, ce n'est pas simplement une personne qui a des idées. Alain Soral peut avoir toutes les meilleures idées du monde. Il faut encore qu'il y ait des personnes qui aient envie de donner du temps pour lui. Mais ces personnes, elles ne viennent pas comme ça. Elles ne vont pas sortir tous les matins pour aller distribuer des tracts sous la pluie si le chef n'est pas là, par exemple. Moi, durant la campagne électorale, tous les jours, j'étais sur le terrain avec mon équipe. Il était hors de question que ça se passe sans moi. Il faut bien entendu être présent, montrer qu'on est reconnaissant par rapport à ces personnes. Essayer de manger avec elles, discuter avec elles. Voilà. Tout le monde ne sait pas le faire. Je ne vois pas Alain Soral sur les marchés. Je le vois difficilement aller sur les marchés, à la rencontre des citoyens. Mais pourtant, c'est ça, faire de la politique. Et puis, il faut... c'est parce que là, la vidéo, comme tu dis, bon... Il se sent pas... Soral, il est plus motivé quand même, on sent qu'il a envie de le faire, mais Dieudonné, il n'est pas là, quoi. Il est... Dieudonné est là tout simplement pour... Il est absent, quoi. C'est un coup de pouce que Dieudonné donne à Alain Soral. Je pense que Dieudonné n'y croit absolument pas. D'ailleurs, il l'a dit dans toutes ses vidéos qu'il ne croyait plus en la politique. Simplement, je pense que ce sont de vieux compagnons de route. Et que Soral ne pouvait imaginer lancer un mouvement politique sans Dieudonné, qui en fait, Dieudonné sert de faire valoir, de garantie dans ce mouvement. Dieudonné est là pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui suivent Réconciliation nationale. Mais Dieudonné n'est absolument pas motivé par ce projet. De toute façon, je ne vois pas comment on peut être motivé par un projet qui n'existe pas. Donc, mis à part un logo, aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il y a derrière Réconciliation nationale. Oui, parce qu'il n'y a toujours pas de programme. Il n'y a pas de programme. C'est quand même la base d'un mouvement politique, c'est d'avoir un programme. Sans programme, bon, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un livre à acheter pour connaître le programme, mais je ne sais pas. Là, tu quedelles un peu. Je suis gentil. Esprit quedelleur un peu. Alors, pareil que je suis taquin. T'es un peu taquin. Alors là, bon, ça, on l'a lu tout à l'heure, parce que j'ai actualisé la page. On me dit, où en est-il vraiment de l'histoire pédocriminelle? Paraît qu'un policier avait trouvé des indices sur l'affaire Estelle Mouzin et il était mis sous silence. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es très mêlé quand même dans ces affaires. Ça a avancé un peu les dossiers en Belgique sur ces affaires. Non, pas du tout. Ils ont tout enterré, quoi. Moi, j'ai vu une photo de... C'est comment Michel Martin, la femme, qui sortait, elle était maquillée, bien, et puis elle avait pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes. Elle a fait des études de droit. Voilà. Elle a trouvé une place pour faire un stage. Donc, il y a des sociétés qui sont prêtes à l'engager. Donc, voilà. Tout va bien, quoi. Et Michel Martin, voilà, ça c'est... Ça, c'est ce qui arrive lorsque l'on est au courant de la vérité, de ce qui s'est passé. Michel Martin, c'est pas un pion dans l'affaire Dutroux, c'est un personnage capital qui sait très bien ce qui s'est passé avec les fillettes lorsque Dutroux était emprisonné. Donc la thèse qu'on nous a fait croire, d'ailleurs j'en parle beaucoup du dossier Dutroux dans mon bouquin,
je repars de zéro dans l'affaire et j'explique un peu tout pour bien poser le contexte. Donc on nous a fait croire que les filles étaient mortes de faim alors que Marc Dutroux était emprisonné pour une histoire de vol. Et les autopsies montrent clairement qu'elles ont été violentées sexuellement. Donc c'est pas possible que des sévices sexuels restent visibles et des dilatations anales ou vaginales pendant 103 jours. Je veux dire, il suffit d'interroger n'importe quelle actrice porno. On voit ce qui existe aujourd'hui dans ce genre de film. Ça ne reste pas béant pendant 103 jours. Ça, c'est quand même la base même de l'anatomie et du corps humain. Donc, elles n'ont pu être que violées juste avant de mourir. Juste avant de mourir, c'est ce qu'on Et a donc, dit, dans un cas pareil, Dutroux ne pouvait pas ouvrir cette cage puisqu'il était en prison. Donc, celle qui l'a ouverte, ou celle du moins qui a livré les filles, c'est Michel Martin. Je constate quand même que ces personnes qui ont joué un rôle capital, comme Michel Nioul également, bien sûr, oui. qui est pour moi la tête pensante de ce réseau, ont passé très peu de temps en prison. Et finalement, celui qui est le pion de service, ben c'est Marc Dutroux. Je n'ai aucune sympathie pour lui. Oui, mais soyons clairs. Il a porté le chapeau. Voilà, il a porté le chapeau pour tout le monde. Voilà. Il y avait une question juste en haut qui était intéressante par rapport à l'islam. C'est quoi? Je vois on m'a dit que j'étais converti à l'islam. Alors, est-ce que tu es converti à l'islam? Ben, c'est dans mon bouquin, encore une fois. Et bon, dans ma vie, j'ai connu énormément de décès. Donc, c'est vrai que je me suis éloigné de la religion. Parce que voilà, je trouvais que c'était pas juste ce qui m'arrivait. Et de perdre 8 membres de sa famille en 10 ans, c'est difficile. Se retrouver tout seul comme ça en si peu de temps, on en veut à beaucoup de monde et on en veut en premier lieu à Dieu. On se dit, ben voilà, pourquoi il y a un Dieu sur cette terre si c'est pour me prendre tous les êtres qui me sont chers. Donc j'ai été très en colère contre la religion et je suis devenu vraiment anti-religieux. Donc c'est pour ça que j'ai déposé des propositions de loi au Parlement qui attaquaient véritablement la religion et qui voulaient vraiment faire en sorte qu'il y ait une disparition totale des références religieuses dans notre société. C'est une erreur. Une erreur, c'est participer évidemment à cette démoralisation de la société, comme j'appelle, c'est le mot que j'ai inventé, qui est voulu bien entendu par les francs-maçons, par le nouvel ordre mondial, parce que moins les gens ont de repères, plus ils sont malléables évidemment. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on en veut beaucoup aux musulmans et qu'on tape dessus, parce que c'est encore des gens qui vivent leur religion et qui ne sont pas prêts à tout avaler non plus. Donc, je ne pense pas que ce soit anodin qu'il y ait une telle attaque en règle contre les musulmans aujourd'hui. Et donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu ma rencontre avec mon épouse d'aujourd'hui, qui est algérienne, donc qui est bien entendu musulmane. Et déjà, avec le mouvement islam, j'avais rencontré pas mal de musulmans et c'est vrai que j'avais senti beaucoup de convergences idéologiques, philosophiques. Et donc, petit à petit, en fréquentant toutes ces personnes, je me suis réouvert à la religion via l'islam. Et je ne dis pas que je suis un excellent pratiquant, mais contrairement à certains peut-être qui se disent très pratiquants, j'essaye de mettre en œuvre dans ma vie de tous les jours les préceptes et les valeurs de la religion. Mais je pense que ces valeurs, finalement, elles sont universelles. Que l'on soit catholique, que l'on soit musulman, que l'on soit athée, enfin, tout ce que l'on veut, qu'on soit bouddhiste ou autre. On peut même être juif, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que les valeurs de la religion, elles sont universelles. Et c'est d'essayer de faire le bien autour de soi, essayer d'avoir un discours de vérité, essayer de venir en aide aux plus démunis. C'est ce que j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a une conversion, puisque je me suis marié avec mon épouse, donc d'office, évidemment, il y a eu une conversion à l'islam. Je ne le regrette pas. Maintenant, voilà, c'est vrai que je ne suis peut-être pas le meilleur des pratiquants. Dans ma tête, je me sens musulman. Maintenant, c'est clair que je ne vais pas en faire une histoire si je mange un tout petit peu de cochon, par exemple.
voilà, j'ai grandi pendant 33 ans en mangeant des saucisses, du boudin et du salami. On va pas se séparer comme ça, du jour Je au lendemain. vais pas en faire tout un drame si dans un truc j'ai un peu de porc et j'en ai mangé. Voilà, je dis, voilà, c'est pas dramatique. Faut pas non plus être trop intégriste non plus. En soi, pour moi, ça ne change rien. Il vaut mieux pratiquer les valeurs. Maintenant, si je peux me passer de cochon, on m'en passe, hein, c'est pas dramatique. Je pense que c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Mais voilà, pas de fanatisme et pas d'excès non plus. Le ramadan, c'est très difficile à faire, par exemple. Hein. Je pense, moi, j'aime beaucoup parler. Ah oui. Ne pas boire durant toute une journée, c'est très, très dur. Le jeûne, c'est effectivement Hein. très Mais difficile. c'est très bon pour la santé. Hein. Il paraît. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai repris goût à la religion parce que j'ai vu le parcours de ma femme qui est un parcours extraordinaire. Parcours très courageux. Elle a quitté l'Algérie pour soigner la petite que je considère comme ma fille aujourd'hui, évidemment. Sans le courage de sa maman, Racha aujourd'hui serait plus de ce monde. Hein. Donc il faut le faire à 28 ans, quitter un pays en sachant qu'on va arriver dans un pays où on n'aura pas de papier. Pour sauver son enfant, faire en sorte de lui offrir les meilleurs soins possibles, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vécu dans des conditions qui n'ont pas été faciles pendant plusieurs années. Donc c'est clair que c'est quelqu'un de très courageux, qui est parvenu à surmonter toutes ces épreuves dans un pays étranger, avec une petite fille handicapée, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne mange pas par la bouche, qui est nourrie uniquement par sonde, qui en fait a une IMC parce que voilà, l'accouchement en Algérie s'est très très mal passé, et donc elle a des séquelles qui sont vraiment très très graves, avec un handicap vraiment très 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 important. Je veux dire, c'est un enfant fabuleux, mais qui ne peut pas profiter des joies de la vie comme n'importe quel autre enfant. Donc c'est dur, évidemment, mais voir qu'elle s'est battue comme ça pour elle, je me dis qu'on pouvait faire en sorte que de se rencontrer et d'être finalement ensemble. Je pense que voilà, ça me correspond totalement. Et donc j'ai vu que grâce à sa foi, elle était parvenue à vivre une situation très difficile. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de mamans de 28 ans qui seraient prêtes à quitter leur pays, à quitter leur famille pour arriver dans un pays où elles ne connaissent personne, se débrouiller avec tous les documents et tout ça, pour sauver un enfant à ce point handicapé. Donc je trouve vraiment que c'est un acte de courage énorme. Et donc c'est vrai que je suis très fier de partager ma vie avec cette femme-là. Et ça m'a montré qu'avec la religion, avec la foi, on pouvait soulever des montagnes. Et donc voilà, c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il est important de reparler de religion, de croire en quelque chose. C'est toujours mieux de croire en l'islam, de croire en la religion catholique. Je pense qu'on a un très bon pape aujourd'hui, le pape François. Je n'ai rien contre lui. Je pense qu'il fait un très bon boulot. D'ailleurs, on parle de l'assassiner, donc ça veut dire qu'il dérange quand même. Donc j'ai toujours un peu de sympathie pour les personnes qui sont menacées comme ça. Et on reparle de valeurs, c'est important, dans un monde où il n'y a plus aucune valeur. Si ce n'est la valeur du pognon à tout prix, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a encore comme valeur aujourd'hui? Il n'y a plus de solidarité, je le vis au quotidien, il y a très peu d'amour. Donc c'est pour ça, quand je vois que Dieudonné veut faire un nouveau spectacle, c'est pas Dieudonné en paix, oui, il est temps. Il est temps, parce qu'il faut arrêter de... Tu vois, depuis des années, il y a une évolution qui me fait peur. Parce que c'est de plus en plus dangereux, de plus en plus agressif. Je le vis, hein, avec le procès de la LICRA en Belgique, c'est dingue. On me voit comme un antisémite, comme une bête immonde, alors que je suis loin d'être ça. Mais il y a des gens qui sont capables de le croire. Ça nous met en danger. Jusqu'où on va aller? Quand est-ce qu'on va s'arrêter dans cette... c'est toujours plus. C'est toujours plus. Ouais. À un moment donné, bon, je crois qu'il faut être raisonnable et se dire, oh, les gars, on va arrêter. Et je pense que Dieudonné a raison d'aller sur cette voie de la paix, parce que, de un, il faudra aussi commencer à faire rire avec autre chose que les Juifs. Ça, c'est important. Il y a plein d'autres sujets que l'on peut traiter. Je pense que le moment est venu, je crois. On a quand même fait le tour. Hein.
au niveau de cet humour-là. Je pense qu'il a tout à fait intérêt à changer un petit peu de répertoire. Surtout qu'il a le talent pour et que je suis au courant de certains futurs sketchs et clairement c'est du haut niveau. Ça va vraiment être voilà, ça va être différent, mais je pense qu'on doit arriver là parce que sinon on voit bien aujourd'hui. Moi, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai fait la route, j'ai écouté Europe 1. Bon, je me suis dit je vais mettre un peu Europe 1 dans la voiture. J'ai entendu que le mot antisémitisme. C'est des gosses qui saccagent un cimetière, là, je pense, en Alsace, c'est ça, ou je ne sais pas. C'est antisémitisme. Mais non, ce sont des gosses qui ont joué. Et ils ont fait les cons, et ils ont pris un cimetière au hasard, et ils ont tout saccagé. Alors, c'est pas bien, évidemment. Mais par c'est contre, pas quand pour on parle autant de, que c'est antisémite. dans le 16e, ils ont tagué juif, puis en fait, c'était un juif qui avait fait ça. Voilà. Bon. Mais c'est ce qui se passe. Bon, après, on nous accuse. Mais ça devient très, très dangereux, hein, parce que... Franchement, c'est ça, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une longue tradition, finalement. Alors, on va faire une petite pause. Oui, je sais, je connais comme ça au passage, juste avant la pause. Cadeau, c'est gratuit. Je pense que la régie, elle est prête. Elle est prête. Je vois pas ma main se lever. Non, oui, prête. Ah, si, c'est bon. Bon, ok, super. Donc, on fait la pause et puis on revient juste après. Vous laissez vos messages sur Facebook. Il n'y a pas de chat exceptionnellement. Le temps que tout revienne à la normale. Et puis, il y a déjà pas mal de commentaires. Voilà, il y en a encore. Nous, on va les lire un petit peu. On va lire un peu, de toute façon, tous les commentaires. Et on se rejoint juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours le jeu de la vérité avec Laurent Louis. Alors, pas mal de questions. En plus, on a retrouvé le chat, donc on a nos amis métanotes aussi qui sont dans le coup. Alors, il y a plein de questions. Alors, t'en avais vu aussi l'autre côté. Hein, il y en a tous les côtés. Alors, il y a plus de trolls sur Facebook, hein, faut quand même le dire. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de filtre. Parce que ça, ce sont ceux qui estiment que je ne représente rien, mais qui passent leur vie à me critiquer. Donc, en général, c'est pas logique. Si tu estimes que quelqu'un ne représente rien, tu ne le fais pas chier à longueur de temps. Ouais, parce que là. Mais bon, ce sont des pauvres gens, donc ça a fait. Ils sont un peu. Voilà. Au moins, on a rempli leur soirée avec quelque chose d'intéressant pour eux. C'est déjà bien. On fait parlent de. Voilà, il y a toujours. Il y en a qui. Mais il y a toujours les attaques par rapport à mes idées, en fait. Oui, voilà, et puis toujours aussi ton passage chez le parti islam. Menteur, manipulateur, opportuniste. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je l'ai dit souvent, et d'ailleurs, je l'ai dit dans mon coup de gueule sur Facebook là, d'il y a 2 semaines. C'est que dans ma vie, j'ai à chaque fois essayé de trouver les gens bien, que ce soit en politique ou que ce soit dans la dissidence. Alors, j'ai été à droite, à gauche. Bien entendu, avec le temps, les idées ont été évoluées. Je ne vais pas refaire toute l'évolution parce que je pense que ça découle de ce que j'ai vécu en tant que parlementaire. Et donc, je pense que ça, c'est quand même honnête de dire, voilà, au départ, j'étais con, j'étais un gars du système, je pensais comme le système, et après, en étant dans ce système, j'ai compris qu'on nous mentait. J'ai quand même fait le pas pour reconnaître que j'avais été con pendant 20 ans. Donc quand même, c'est déjà une démarche positive. Je vois pas où est l'opportunisme en disant ça, parce que je me suis plutôt grillé plutôt qu'autre chose. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je serais encore au Parlement aujourd'hui, si je n'avais pas été dans cette voie-là. Alors l'islam, je l'ai dit, pourquoi ? Pour moi, on doit aller dans la réconciliation. Mais pas dans la réconciliation où on ne parle pas avec certaines personnes. La réconciliation, c'est ça, c'est aller vers d'autres communautés, essayer d'apprendre à se connaître. Et je pense que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, l'islam fait peur. On fait tout pour instrumentaliser l'islam. On fait naître au sein de la population une haine des musulmans. Et moi, je voulais rompre avec tout ça. Je voulais dire, voilà, moi, il y a quelques années, j'ai craché sur l'islam. J'étais comme tous ces gens, manipulé par le sionisme, et je crachais sur l'islam. J'ai été dire des choses qui n'étaient pas très agréables pour les musulmans de Belgique. Eh bien, je m'excuse et je décide de faire un pas vers eux pour faire la paix, pour faire la réconciliation. Et mieux, j'accepte d'aller à la tête d'un mouvement qui s'appelle Islam. Ça a été mal pris, voilà, parce que interprété. Ça a été présenté comme un parti d'intégriste. Moi, on m'a dit, mais c'est un parti d'intégriste. Ils sont. Mais à partir du moment où je suis dedans, j'avoue qu'il y a quelqu'un, quand il était venu ici à l'émission, et quelqu'un qui avait posé la question, qui avait dit, oui, il ne serrait pas la main aux filles.
Et Arnaud avait confirmé en disant qu'il ne serrait pas la main aux filles Abdeslam apparemment. Abdes, oui, était comme ça, oui. Ouais, voilà, il serrait pas, il voulait pas, ouais, il serrait Il pas y la en a main. qui ne serrent pas la main aux filles, il y en a d'autres qui veulent directement l'avoir dans leur lit. Donc voilà, Bon, il faut c'est entre-temps avoir il faut une demi-mesure, je pense que voilà. Bon, chacun comme il est. Chacun. Il faut prendre les gens comme ils sont et arrêter de se focaliser sur des détails. Abdeslam ne voulait pas donner la main aux femmes, ok. Bah, d'autres, à chaque fois qu'ils voient une fille, ils veulent l'avoir dans leur lit. Ben voilà, c'est leur droit. Chacun fait ce qu'il veut finalement. Moi, tout ce que je voulais avec ce mouvement islam, c'était faire la réconciliation, mais concrète. Et pour moi, il n'y avait rien de plus beau que d'avoir à la tête d'un mouvement qui s'appelle Islam, un gars qui, à la base, était catholique et qui était belgo-belge, si je veux. Pas à la tête d'un mouvement islam, on s'attend toujours à avoir un nom d'origine maghrébine ou arabe. On ne s'attend pas à avoir Laurent Louis. Eh bien, moi, je voulais montrer que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on peut être musulman et être né en Belgique, de parents belges catholiques, et se revendiquer musulman. Je ne vois pas où est le problème. Être musulman, c'est pas être étranger. Quand on entend certains commentaires, on a l'impression que quand on est musulman, on est d'office étranger. Mais non, c'est faux cette vision de la société. Donc voilà, moi je voulais vraiment aller à l'encontre de tous ces préjugés, les casser pour faire exploser ces barrières. Ça a été mal pris, il y avait des gens qui n'étaient pas bien dans l'islam, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je veux dire, moi j'ai jamais voulu imposer la charia en Belgique, c'est ridicule, imposer la charia en Belgique. Tellement con, ils ne parviennent même pas à instaurer la charia dans leur pays à eux. Dans les pays musulmans, il y a très peu de pays où il y a la charia qui est d'application. Donc on ne vienne pas nous dire qu'on va l'appliquer en Belgique, hein. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment stigmatiser l'islam. C'est faire croire que tous les musulmans veulent couper les mains. C'est des conneries. Je ne tomberai même pas là-dedans. Voilà. Alors, il y a une question de Jonathan, Jonathan, je lui passe le bonjour. Il demande, est-ce que tu fais toujours partie du tribunal international contre les crimes de l'Église et de l'État avec un certain monsieur Kevin Annett? Non, j'ai laissé tomber tout cela, c'est de façon totalement farfelue, je crois. Et il y a des problèmes au niveau des personnes. Oui, parce que le monsieur Kevin Annett, visiblement, il était en lice pour être prix Nobel de la paix. Ça, c'est déjà inquiétant. C'est très inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Vraiment, ça veut dire qu'il a commis beaucoup de crimes dans sa vie, parce que les derniers lauréats, ce sont quand même des beaux assassins. Donc ça, c'est quand même déjà inquiétant. Mais non, je pense que... De toute façon, je ne crois pas à cette chose-là. Pour moi, c'est la même chose que faire une pétition. C'est donner l'apparence qu'on fait quelque chose, alors que finalement, ce tribunal n'aura aucun intérêt, n'aura aucun impact, n'aura aucune possibilité d'agir. Donc c'est du show pour moi. Mais en plus, j'ai pas le temps avec le mouvement, le projet de la non-assurance à développer, avec cette alternative que je veux aussi mettre sur pied, redévelopper le mouvement Debout les Belges. J'ai pas le temps. Ah ouais, Pas le temps de m'occuper de ça, en plus, c'est trop de travail. On me dit, est-ce qu'il y aura de nouvelles alliances en vue pour les futurs combats à venir? Est-ce qu'il faut réformer le système politique, entre guillemets, constitution belge, ou bien se passer de tout ça et recréer quelque chose de neuf? Ce qu'il faut, c'est une révolution. Ramayad l'a dit oui. Il n'y a pas très longtemps, mais je pense que oui, c'est une révolution qu'il faut. Il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à Ramayad, etc. Je pense que je peux me sentir proche de quelqu'un de ce profil-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de jeune qui s'est fait une idée du pouvoir, du monde politique, tout comme moi je me suis fait une idée, et qui après, lorsqu'elle le côtoie concrètement et est dans ce système, elle se rend compte que ça ne va pas. Et on ne peut que se rendre compte de ça. Si on est objectif aujourd'hui et qu'on est dans un parlement ou à l'Assemblée nationale, on peut se dire il y a un problème. Je suis censé représenter des gens, mais je ne représente personne. Je représente personne. Je représente des lobbies, je présente la franc-maçonnerie, je représente des intérêts économiques, mais je ne représente pas le peuple. Ça, c'est de la foutaise. Donc voilà. Maintenant, peu sont capables de passer le pas. Parce que c'est confortable d'être au Parlement. On peut continuer comme ça très longtemps. Donc, ceux qui ont déjà le courage de reconnaître cette réalité, de oser parler de mot révolution, il faut quand même reconnaître leur mérite. Parce que franchement, je ne pense pas que Ramayad, elle aura encore beaucoup d'avenir politique après une telle déclaration. Ouais, donc voilà, devenir dans la dissidence. je pense que
Oui, en tout cas, ce serait une plus-value pour un mouvement, parce que je pense que c'est quelqu'un de qualité. Avec ses défauts, avec son passé. Mais on doit prendre les gens avec cela. Parce que moi aussi, j'étais quand même invité au congrès de Villepin de Sarkozy, en tant que président de mon mouvement. J'étais quand même invité par l'UMP. Ça ne m'a pas empêché après de me rendre compte de toute cette mascarade, de toutes ces manipulations et de tenir des discours courageux. Donc personne n'est perdu. Et il ne faut pas non plus mettre une croix sur une personne parce qu'elle a commis quelques erreurs dans son passé. Il faut la juger sur les actes présents. Donc voilà, je pense que je ne crois plus du tout au système politique, mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas me présenter aux élections. Tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est plus compliqué que ça. Et je pense que les gens ont des fois du mal à comprendre cette réalité, qu'on ne peut pas avoir une position ferme. Et je ne crois pas au monde politique, je ne crois pas qu'on arrivera à un changement par la politique. Par contre, je compte continuer le mouvement de Boulet Belge, je compte faire en sorte de mettre sur pied une structure qui puisse générer des bénéfices pour venir en aide financièrement à ce mouvement politique, et je compte me présenter aux élections de 2019 et peut-être même en 2018 à Charleroi. On verra bien aux élections communales. Parce qu'il y a un tel soutien, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer à un niveau plus petit pour remettre le mouvement en ordre de marche? Je pense que c'est tout à fait possible. J'adore la politique, je ne vais pas laisser tomber. Mais malheureusement, on a beau adorer, c'est pas pour autant que ça va directement réussir. Parce que le système, il est sclérosé, il est fait en sorte pour que des gens comme moi n'arrivent pas au pouvoir. Donc voilà, je pense que c'est une révolution, mais que les gens ne comptent pas uniquement sur moi pour mener la révolution. On doit être nombreux pour mener la révolution. Et la révolution ne se fait pas derrière un écran d'ordinateur. Elle se fait sur le terrain, en allant convaincre les gens. Et d'ailleurs, je dis à toutes les personnes de me suivre sur Facebook et de venir lorsqu'il y a des procès. Je me sens très seul lors de ces audiences. Et je pense que voilà, on a vocation à être ensemble, à être soudés. Mais c'est possible en Belgique, parce que la Belgique, on sait quand même, siège de l'Union européenne, siège de l'OTAN, siège de tout un tas d'organisations internationales. Ils vont pas lâcher comme ça le morceau. Ah non, ça c'est clair qu'ils vont pas lâcher. Je m'attends pas à ce qu'ils lâchent. Mais on a décidé de résister. Résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de réussir. Mais on peut maintenant essayer de mettre sur pied des structures qui nous permettent de créer une société alternative. Si cette société est pourrie et qu'on ne parvient pas à la changer, mais rien ne nous empêche, nous, de mettre sur pied des structures qui nous permettent d'avoir un espoir dans cette vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours suivi le projet de l'assurance. On est en plein dedans. Pour moi, on va dans la bonne direction avec ce projet. Parce que je vois les gens qui disent on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin, si on tombe là, qu'on a besoin de l'argent, on tombe dans le système. Mais c'est de la foutaise. Il faut arrêter ça. Je suis désolé que le gars qui me dit ça me dise comment on va aux élections, comment on finance des affiches électorales, comment on paye des gens pour être sur Internet, pour faire de la propagande comme font tous les partis politiques en place sur les médias en ligne. Parce que tous les partis politiques payent des gens pour venir mettre des commentaires sur les articles en ligne dans les différents médias que l'on connaît, pour faire passer les idées du mouvement et en même temps dire voter pour tel ou tel mouvement. Ils font tous ça. Facebook est utilisé dans cette voie-là. Il faut des tracts, il faut plein de choses. Créer un mouvement politique. Mais sillonner un pays, ça coûte en essence quand même. Ça coûte en frais de voiture, ça coûte en frais de déplacement. Il faut de l'argent. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Ou alors c'est quelqu'un qui a une idée, qu'on me le dise, qu'on m'envoie mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé pour le moment. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire des tracts gratuitement. Moi, je suis preneur, mais j'ai encore vu personne venir pour me proposer des tracts gratuits. Tu l'attends toujours, voilà. à mon avis. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit